Au château de Taverney, Joseph Balsamo révèle à Marie-Antoinette son destin tragique. La dauphine emmène à Versailles André, Philippe de Maison-Rouge, Nicole, la servante et sosie de la future reine. Le jardinier Gilbert, passionnément amoureux d'André, profite de ce que Balsamo l'a plongé dans un sommeil cataleptique pour abuser d'elle. Elle met au monde un fils. Gilbert, pour se venger, enlève l'enfant et disparaît. Marie-Antoinette et André sont sauvés par le comte de Charny, dont elles sont aussitôt éprises. La reine, seule, est payée de retour. La passion de Charny le jette aux genoux de la reine, mais, surprise par Louis XVI, la reine, pour sauver Charny, affirme que celui-ci veut épouser André de Taverney. Mariage malheureux. 1789, Gilbert est conseiller et médecin royal. Charny se détache de la reine et commence à aimer cette femme tendre, belle et généreuse qu'est la sienne. Mais plus d'hésitation. Il faut mettre Mirabeau du côté de la monarchie. Mais ni le roi ni la reine ne font confiance au tribun. Mirabeau est miné par une terrible maladie. Il est victime de ses désordres amoureux, malgré les soins diligents de Gilbert. Catherine Billot, qui s'est enfuie avec Isidore de Charny, lui donne un enfant, tandis qu'André découvre en Sébastien un fils attentif et charmant. Mirabeau a des attaques de plus en plus fréquentes. Gilbert retrouve Nicole jetée dans les bras de Mirabeau par Cagliostro. Mais il est trop tard. Mirabeau s'écroule, terrassé. La monarchie ne sera pas sauvée. Plus une seconde à perdre. Il faut fuir. 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 Cagliostro n'épargnera pas le dernier bastion d'une monarchie qui tombe. La reine s'effondre. Mon ami, la tâche que vous entreprenez est au-dessus de vos forces. Mirabeau était un géant. Il y a succombé. J'ai accepté du roi une mission que j'accomplirai jusqu'au bout. Dites-moi seulement, avez-vous besoin que la fuite du roi réussisse ou qu'elle échoue? Frère, je ne crois pas que la vie ou la mort du roi importe à notre cause. Je suis venu t'offrir mon aide. Tu doutes. Pourquoi me faites-vous cette offre? Pour que le roi quitte la France et que nous puissions proclamer la République. La République? Mais mon cher comte, j'ai beau examiner la France entière, je n'y vois pas un seul républicain. Les républicains se montreront quand la République commencera de se faire. Acceptez-vous mon aide? Je vous demande seulement de ne pas contrecarrer nos projets. Il ne voulait déjà pas du secours de Mirabeau. Alors, l'aide de Cagliostro, imaginez cela. Laissez-moi vous donner un conseil. Taisez-vous, je vous en prie, voici... Le conseil est aussi bon pour lui. Entrez, comte. Vous connaissez peut-être le baron Zanone. Méfiez-vous des voitures trop lourdes et des portraits trop ressemblants. Je vous souhaite un bon voyage. À la grâce de Dieu. Il sait tout, mais il ne dira rien. Mais Zanone, n'est-ce pas lui qui avait prêté 2 millions au marquis de Fabras? Voici le passeport. Dieu vous garde. Merci, docteur. J'espère avoir bientôt tout le temps de vous prouver ma gratitude. Je laisse à Paris ma femme. Elle habite rue Coqueyron, numéro 9. Mon frère m'accompagne et le frère de la comtesse, le chevalier de Maison-Rouge, a émigré. Elle est donc absolument seule à Paris. Puis-je vous demander de veiller sur elle? Je vous jure de ne pas y manquer. Merci. Adieu.
Monsieur! Monsieur! Madame la comtesse, monsieur le jeune baron de Charny. Bonsoir, madame. Mon frère m'a chargé de vous donner de ses nouvelles. Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Il y a sans doute une impossibilité. Je suppose que dans cette tenue, vous partez en voyage. C'est vrai. Avec lui. Je crois que nous suivons le même chemin. Répondez-moi, comme si j'étais vraiment votre sœur, baron. Au cours de ce voyage, monsieur de Charny sera-t-il en danger? Qui peut dire s'il y a danger ici plutôt qu'ailleurs à l'époque où nous vivons, madame? On peut se trouver face à la mort sans savoir d'où elle vient. Voyez le sort de notre pauvre frère Georges. Il y a danger de mort, n'est-ce pas? Je crois que si vous avez quelque chose d'important à dire à mon frère, vous ne devez pas hésiter à me charger d'un message pour lui. J'avais déjà préparé cette lettre. C'est à votre honneur que je la confie, baron. Si monsieur de Charny revient de cette mission sain et sauf, dites-lui seulement que je le respecte et que je l'admire. S'il est blessé, qu'il me fasse savoir où il se trouve et m'accorde la grâce de le rejoindre. Enfin, s'il est blessé à mort, alors seulement vous lui donnerez cette lettre. Et s'il est incapable d'en prendre connaissance, vous la lui lirez. Avant qu'il ne meure, je veux qu'il sache ce qu'elle contient. Sur votre foi de gentilhomme, ferez-vous ce que je vous demande, baron? Sur mon honneur, ma sœur. Allez. Et que Dieu vous bénisse tous les deux. Il nous réunira bientôt. Tous les trois. Diable de mes dieux. Route de Chalon! Moi, je serai prêt tout de suite. Trouve-moi le meilleur cheval de Meaux, selle-le, et attire-le prêt. Tire-le prêt. Il vous donne le costume de garde nationale.
Un sabre de pistolet! Vite, vite, vite! En somme, tout Paris savait que le roi allait prendre la fuite. Et personne à Paris n'a eu l'idée de mettre les Tuileries en état de siège pour l'en empêcher. Tu le savais, toi, Robespierre? Hein, de vagues bruits étaient venus jusqu'à moi. Mais moi, Danton, je n'ai ni armée, ni police, ni espion dans Paris. Au fait, que devient ce brave général de Lafayette? Il a envoyé un détachement de la garde commandé par M. de Romeuf sur la route de Valenciennes. Ce n'est pas sur la route de Valenciennes qu'il faut l'envoyer, c'est sur la route de Châlons. Ah, mais c'est notre fermier de Villers-Cotterêts. L'homme à la cocarde tricolore. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est sur la route de Châlons, Billot? J'étais au marché de Meaux il y a 2h30. J'ai vu la voiture avec le roi et toute sa famille au relais de poste. Escorté par des gentilshommes dont le baron Isidore de Charlie. J'ai reconnu, c'est un voisin de chez moi. Vous les avez reconnus, vous ne les avez pas arrêtés. J'étais seul, à pied, sans armes, et ils avaient des chevaux frais. Puis je sais que rien ne peut se décider sans ordre de vous, messieurs de Paris. Alors me voilà, et maintenant vous savez où va le roi. À Metz ou à Montmédy? Chez le marquis de Bouillé. Président, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne la chasse. Pétion, Barnard, Latour-Maubourg. Vous avez les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale. Partez sur le champ. Billot, vous les accompagnerez. Et ramenez-les vivants. Tous. La décision vous appartient, Billot. Qu'est-ce que c'est? Le roi a été arrêté à Varennes. La municipalité est prévenue de votre arrivée. Elle vous attend pour savoir ce qu'il faut faire des prisonniers. L'escorte du roi est prisonnière avec lui? Bien sûr. Va leur dire qu'on arrive. Allez. Vous semblez porter un intérêt particulier à l'escorte du roi, Billot. On nous a ordonné de les ramener vivants. Tous. Plus ils sont nombreux, mieux ça vaudra. Allez, en route. Allez. Les Français ne sont qu'égarés, messieurs. Je suis là, des outrages que je subis continuellement à Paris. Je viens dans mes provinces pour retrouver le vrai peuple de France. Je veux me retirer à Montmédy. Faites donc atteler les chevaux à ma voiture, immédiatement. Sire, nous serions très heureux de pouvoir vous obéir. Mais un article de la Constitution défend au roi de quitter la France. Sauf si l'Assemblée nationale le permet. Nous avons envoyé un courrier à Paris et nous attendons la réponse de l'Assemblée. Est-ce que je ne suis plus le maître d'aller où j'en ai envie? Vous êtes toujours le maître, sire. Mais tous les hommes doivent obéissance à la Constitution. Vous avez prêté serment, vous devez donc donner l'exemple. Et obéir, vous le premier. C'est de la violence, messieurs. J'ai 10 000 soldats autour de Varennes. Si vous refusez de me laisser partir, vous serez responsable du sang versé. Si vous envoyez vos hussards, nous enverrons notre garde nationale. Vos hussards sont en train de se laisser gagner par les rebelles. Regardez! On veut les désarmer! Rassemblez-les! Pour quoi faire? Mais pour sauver le roi! Monsieur de Pouillet, ses troupes seront là d'un moment à l'autre. Il faut tenir jusqu'à son arrivée.
C'est bien, messieurs, nous allons tenir. Allez, bougez-vous! Hussards! Au nom de l'honneur, sauvez le roi! Tu veux enlever le roi? Eh bien, c'est moi qui te le dis! Il sera mort avant! Hussards! On veut tuer le roi, entendez-vous? Ah! Catherine! 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 Représentants de l'Assemblée nationale. Enfin, mes amis, nous allons recevoir des ordres. Ils sont là? Oui, messieurs. Qu'est-ce que c'est? Rien. Entrez, s'il vous plaît. Messieurs! Au nom de l'Assemblée nationale, vous êtes tous nos prisonniers. Joseph Billot. Il est dit que nous sommes faits pour nous retrouver, monsieur le comte. Sire, il faut rentrer à Paris. Votre peuple vous y attend avec la plus vive impatience. Nous ne partirons pas de sitôt, messieurs. Personne n'a dormi de la nuit et nous sommes accablés de fatigue. Ce n'est pas parce que le roi est fatigué qu'il veut retarder son départ, messieurs les députés. Le roi attend monsieur de Bouillé et ses troupes. Misérable. Bien, messieurs. Je vois que je ne peux plus ouvrir la bouche sans que l'on réponde à mes paroles par des insultes. Faites atteler les chevaux à ma voiture. Ce n'est pas la peine, ils y sont. Eh bien, messieurs, marchons. Vous vous montrez si cruel avec une mère. Il faut que vous n'ayez pas d'enfant. C'est vrai, madame, je n'en ai plus. Monsieur le comte a peut-être quelque chose à me dire. Oui, je vous croyais un bon et fidèle serviteur du roi Billot. Et notre ami. Je vous vois ici comme si vous étiez venu y accomplir une vengeance. Je n'ai jamais été votre ami. Pareil honneur n'est pas pour un pauvre fermier. J'ai été votre humble serviteur et celui du roi. Je ne le suis plus.
Je ne vous comprends pas. Et pourquoi voudriez-vous me comprendre? Figurez-vous que j'étais un bon patriote dévoué à mon pays et à deux personnes, le roi et le docteur Gilbert. Celui-ci me disait que le roi était bon, je le croyais. Mais, pardonnez-moi, monsieur le comte, les rabâchages d'un pauvre paysan sans éducation doivent vous ennuyer. Vous savez, l'amitié que nous vous portons, mes frères et moi. Je regrette que vos frères ne soient pas là pour m'entendre, alors. Oui. Oui, j'ai crié « Vive le roi » à Versailles et à Paris. C'est moi qui suis allé réveiller Lafayette pour qu'il vienne à votre secours dans la nuit du 5 octobre, à Versailles. J'ai perdu mes moissons de 89 et de 90. Et puis j'ai aussi perdu ma fille. Comment? Mais comment votre fille? À une lieue de chez moi, il y a une famille noble et riche. Ils sont 3 frères que je connais depuis l'enfance. Les plus jeunes venaient souvent boire le lait chez moi et manger le pain cuit par la mère Billot. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu de si bel enfant que ma fille Catherine. Oh, Père Billot. Quand le cadet est mort au matin du 6 octobre à Versailles, j'ai pleuré. Maintenant, je pense à son frère. Et je ne pleure plus. Mais de qui parlez-vous? De l'homme qui m'a volé ma fille. Ils partent. S'il vous plaît, monsieur le comte. Je ne veux pas les quitter, Billot. Vous les retrouverez toujours. Nous allons rentrer ensemble à Paris. J'ai failli tuer mon voleur. Mais j'ai manqué. Il est parti avec elle. Depuis, j'ai vu le roi jurer fidélité à la nation. Et puis j'ai vu renier son serment et essayer de s'enfuir de France. Alors j'ai couru au roi qui m'a trompé comme Français. Maintenant, il me reste à trouver l'homme qui m'a trompé comme père. Où le cachez-vous, monsieur le comte? Je vous jure que cette fois-ci, il ne m'échappera pas. Mais il vous a échappé, Billot! Et vous ne le rattraperez jamais! Il est mort. Tenez, voilà son sang. Il est mort comme notre frère Georges à Versailles. Pour le roi. Il n'y a donc une justice au ciel. Allons, venez, monsieur le comte. Nous allons rentrer ensemble. Ne me quittez pas, car le peuple est en colère et Dieu sait ce qui pourrait vous arriver. Rien de pire que ce qui est arrivé à mon frère. Votre frère était coupable. Pas vous. Je te sauve, car j'ai encore besoin de toi pour pousser la monarchie dans l'abîme.
Habillez-moi vite, ma bonne compagne. Il faut que j'aille chez le roi, qu'on sache ce qu'est devenu le comte. Le comte, madame, il est dans l'antichambre et attend que vous vouliez bien le recevoir. Il est dans sain et sauf. Oh, Dieu soit loué. Vite, vite, habillez-moi. Le comte de Charny, madame. On a dû vous dire que je vais envoyer partout prendre de vos nouvelles. Oui, madame. Je me suis assuré que vous étiez saine et sauve, vous aussi. Alors seulement je suis rentré chez moi. On peut donc que vous devez la vie à ce rustre qui nous a arrêtés à Varennes? C'est vrai. À présent que je ne crains plus rien pour vous, madame, je crois qu'il serait convenable que je donne en personne de mes nouvelles à la comtesse de Charny. En effet. Comment avez-vous pu attendre si longtemps pour remplir ce devoir? Je devais vous demander votre permission. De l'humeur où je vous vois, je pense que vous vous en passeriez si je vous la refusais. Madame, si j'avais franchi la frontière avec vous, ou si j'avais été tué à votre service comme mon frère, jamais je n'aurais revu la comtesse. Et je suis de retour à Paris. Et il m'est impossible de manifester tant d'indifférence à une femme qui porte mon nom. Et vous savez avec quelle dignité elle le porte. Vous aimez donc bien cette femme, comte? Madame. Il y a 6 ans, il n'existait pour moi qu'une femme sur la terre. C'est alors que vous m'avez imposé pour mari à mademoiselle de Tavernay. La comtesse de Charny vous a obéi en tout, sans une plainte. Aujourd'hui, elle est seule, abandonnée. Je ne manquerai pas à l'honneur en oubliant mes devoirs les plus élémentaires envers elle. Mais savez-vous si elle songe à vous? À l'heure de votre retour? Si elle a songé à vous, à votre départ? Voici une lettre que j'ai trouvée sur le corps de mon frère à Varennes. La comtesse la lui avait remise le jour de notre départ. Vous l'avez lue? Non. Mais vous pouvez la lire. Vous. Si le comte était blessé grièvement, mais sans danger de mort, le prier d'accorder à sa femme la grâce de le rejoindre. N'est-ce pas clair? Quoi, madame? S'il était blessé à mort, lui lire cette lettre afin qu'il connaisse avant d'expirer le secret qu'elle contient. Mais vous persistez à nier. Mais quoi, madame? Qu'elle vous aime? Non, madame. Si cela était en 6 ans, elle me l'aurait montré. Et si elle ne vous l'a pas laissé apercevoir, vous ne devinez pas la raison? Elle ne peut pas être votre femme.
Il y a entre vous un secret effroyable qui anéantirait votre amour. Qu'elle parle et votre mépris l'écrasera pour toujours. Moi, je la mépriserai. Madame, vous en avez dit trop. Ou pas assez. Qu'est-ce qu'on me veut? Madame, la reine a dit qu'elle y serait toujours pour le docteur Gilbert. C'est lui. Le docteur Gilbert, mais qu'il entre, mon Dieu. La lettre est inutile. Vous aurez tout le temps de la lire quand le docteur Gilbert vous aura donné l'explication que vous cherchez. C'est le moment le plus indiqué pour vous satisfaire. S'il y a une explication, elle aura lieu devant vous. Oubliez-vous qui je suis? Mais c'est vous qui l'avez oublié, madame. Vous n'êtes plus qu'une amie ingrate. Une femme aveuglée par le dépit qui insulte et calomnie ma femme. Mais elle obtiendra justice. Devant vous. Soit. Docteur Gilbert, donnez donc à monsieur le comte l'explication qu'il réclame sur le passé secret de Madame de Charny. Ah, madame. Comment en êtes-vous arrivée là? Bien, docteur. Comte, ce que j'ai à vous dire est la honte d'un homme et la gloire d'une femme. L'abri! Monsieur le comte. Madame la comtesse est rentrée. Mais bien sûr, elle y est. Ah oui, elle y est. On m'a dit que vous veniez de rentrer. Pardonnez-moi donc de vous avoir suivi de si près. Vous êtes le bienvenu, monsieur. J'étais si inquiète que je suis sortie pour voir ce qui se passait dans Paris. Je suis allée à la barrière Saint-Martin, aux Champs-Élysées. J'ai vu le roi et la reine ramenés comme des galériens évadés au milieu de cette foule effrayante. Enfin, je suis allée aux Tuileries. Là, on m'a dit que vous étiez sain et sauf. Alors, je suis rentrée et vous m'avez vu en train de remercier Dieu. Si l'entreprise n'a pas réussi. Si l'entreprise n'a pas réussi. Isidore a été tué à Varennes. Il est mort comme Georges en remplissant le même devoir. Et vous avez le temps de songer à moi. Madame, avant de partir, vous aviez chargé mon frère d'une mission. Monsieur. Après sa mort, j'ai trouvé sur lui certains papiers. Parmi lesquels votre lettre. Et vous l'avez lu? Non, puisque vous y aviez mis une condition et que vous me voyez sain et sauf. Alors, ma lettre? Et la voici, madame. Intacte. Le sang qu'elle porte est celui de mon frère. Par grâce, madame. Oui, je comprends, monsieur. Vous êtes venu pour me rendre ma lettre? Pour cela, oui, madame, et aussi pour autre chose. J'ai tant de pardon à vous demander. Comtesse. Des pardons à moi, monsieur le comte. Je me suis jamais plainte. Non, parce que vous êtes un ange. Mais vous pleurez. André, Oh, pardonnez-moi, monsieur le comte. Je n'ai pas l'habitude que vous me parliez ainsi. En vérité, je suis folle. J'ai foulé les genoux. Pourquoi? Parce que je vous aime, André. Vous m'aimez? Oui, je vous aime. Vous m'aimez? Comte, je suis la créature la plus malheureuse de la terre.
Il ne m'est pas permis, moi, de vous aimer. Ne pleurez plus, André. Ne pleurez plus. Je sais tout. Je vous aime de toute la force de mon cœur. Jusque-là, j'ignorais que mademoiselle de Tavernay avait été si malheureuse. Et surtout, j'ignorais que madame de Charny était si digne d'être aimée. Parce que si je l'avais su, croyez bien que je ne serais pas resté un seul jour sans tomber à vos genoux pour vous dire que je vous aime, André. Que je vous adore. Entrez. Que se passe-t-il donc à Paris? Un grand malheur, madame. Le parti de la Révolution avait gagné une manche en vous empêchant de quitter la France. Le parti de la Cour vient de gagner la seconde, en faisant tirer sur le peuple au champ de Mars. Lafayette ébahi, nous ne vous servirons plus à rien désormais. Et ce peuple sur lequel on a tiré? Il s'était assemblé à la demande du fermier Billot pour signer une pétition qui demandait la déchéance du roi. Mon Dieu.
Oh, de Jésus! C'est encore pire que ce qu'on m'avait raconté. Attendez, citoyen. Laissez-moi regarder cet homme. Oh, c'est lui. C'est l'homme que je recherche, le père Billot. Un vainqueur de la Bastille. Allez, prenez-le. Vite. Avec précaution. Tenez bon, père Billot. On vous emmène à l'hôpital. Tu perds ton temps, Gilbert. En ce moment, le roi et la reine écoutent Monsieur de Breteuil qui rentre de Vienne. Il conseille au roi de prêter tous les serments qu'on voudra et d'exécuter la Constitution à la lettre pour démontrer qu'elle est inexécutable. On gagnera ainsi un an, et dans un an, ou bien la monarchie absolue sera rétablie par les Français eux-mêmes, ou bien l'Europe sera prête à nous faire la guerre. Oublie donc les 2 condamnés des Tuileries. Et cours plutôt à l'hôpital du Gros Caillou. Il y a un mourant là-bas. Et lui, tu peux le sauver. Docteur, le roi demande que vous mettiez par écrit les conseils que vous avez donnés à la reine. Voici mes réponses, Madame Campan. Un médecin! Vite! Un chirurgien pour sauver un vainqueur de la Bastille! Mais sacrebleu, on peut tout de même pas le laisser mourir comme ça! Non, Pitou, rassure-toi. Oh, docteur Gilbert, Dieu soit béni. Est-il encore vivant? Bien, il l'était quand on l'a emmené ici, maintenant... Il a la tête fendue jusqu'à la mâchoire. Bon. Le coup a dû être terrible. Il y a eu sans doute un ébranlement du cerveau. Oui, mais du moment qu'il n'est pas mort, vous le sauverez, n'est-ce pas? Je ferai l'impossible. Je suis le docteur Gilbert. Apportez-moi des pansements et de la charpie. Et toi, Pitou, qu'est-ce que tu fais à Paris? Bien, j'étais venu voir mademoiselle Catherine. Depuis qu'ils ont quitté Aramon, elle de son côté, lui du sien, et la mère Billot est retombée en enfance. Si elle pouvait voir sa fille, peut-être que ça irait mieux. Et puis j'arrive ici et j'apprends qu'il fait signer une pétition sur le Champ de Mars et que Bailly et Lafayette font tirer sur le peuple. Ils sont devenus complètement fous. C'est l'époque de la grande bataille entre la folie et la raison, Pitou. La raison finira par gagner, mais d'ici là... Tu as su la mort du baron de Charny? Oh, oui, vous pensez? Tout le village d'Aramon a été bouleversé. Même moi. Dites-moi, docteur Gilbert, est-ce que vous savez où se trouve mademoiselle Catherine? Le comte de Charny doit le savoir. Il habite maintenant chez sa femme. Tu peux y aller, Pitou. J'ai plus besoin de toi. Oh, merci, docteur. Au revoir.
Dieu, monsieur Pitou, que venez-vous m'annoncer? Est-ce que ma mère est morte? Oh, non. Mais si vous voulez la voir vivante, il faut vous presser. Et puis, il y a aussi un autre malheur. Le père Billot a été grièvement blessé dans le massacre du Champ de Mars. Ah. Oh, mais c'est le docteur Gilbert qui s'en occupe. Il est entre de bonnes mains. Le docteur m'a envoyé ici pour voir si j'y trouvais le comte de Charny. Le comte et la comtesse ont quitté Paris pour s'installer à Boursonne. Ils m'ont offert cette maison en leur absence, pour moi et mon enfant. Ah, l'enfant. Comment s'appelle-t-il? Isidore. Isidore. Comme son père. C'est bien. Mademoiselle, il faudrait partir dès demain matin pour Aramon. Peut-être que vous pourriez en profiter pour rendre une visite au père Billot à l'hôpital du Gros Caillou. Et de là, vous prendrez la diligence pour Villers-Cotterêts. Et vous, mon cher Pitou? Je me suis dit, puisque vous partez pour aider la mère Billot à mourir, peut-être que je pourrais rester ici pour aider le père Billot à vivre. Merci, Ange Pitou. Vous êtes un brave cœur. Dieu, vous qui voyez au plus profond de mon cœur, je vous demande de garder mon père en vie. Oh, mon fils, mon fils. Merci, docteur. Soignez-le bien. Mademoiselle Catherine, je vous raccompagne à la diligence. Non, Ange Pitou, restez. Votre place est près de celui qui n'a plus personne. Vous arrivez à temps, mademoiselle. La maison a vraiment besoin de vous. Et ma pauvre mère? Dans votre chambre. C'est là qu'elle veut dormir depuis votre départ. Vous m'excusez, mais en votre absence à tous, je me suis beaucoup occupé d'elle. Bonjour, Isidore. Il est bien triste que son père soit mort. Mais que voulez-vous, il faut pleurer le père et sourire au fils. Venez voir Madame Billot. Je fais demander monsieur le curé. Vaut mieux laisser l'enfant à Madame Clément. Venez. Maman. Maman. Mère Billot,
Mère Billot, m'entendez-vous? Mère Billot, répondez-moi. Je ne peux pas vous répondre, monsieur l'abbé. Elle ne parle plus. Est-ce qu'elle peut m'entendre? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle peut me voir, au moins? Il faudrait pour cela qu'elle ouvre les yeux, et malheureusement, ce n'est pas souvent. Donc, elle ne peut ni m'entendre, ni me voir, par conséquent, ni me répondre. Cela ne vous empêche pas de lui donner la communion, monsieur l'abbé. Vous savez bien que ma mère était très croyante. Elle se confessait régulièrement quand elle avait encore toute sa tête. Et vous ne l'aviez pas martyrisée par votre conduite. Monsieur l'abbé, je vous en prie. Je ne donne pas l'absolution aux gens qui sont incapables de se confesser. Alors l'Église vous laisse le pouvoir d'interpréter sa loi, quand il s'agit de charité. Je suis trop peu savant pour interpréter la loi, docteur. Je m'en remets au roi pour les choses de la terre et à Dieu pour les choses du ciel. Marche. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Dieu prendra soin d'elle. Il a le cœur meilleur que ses curés. Pitou. Rassurez-vous, mademoiselle Catherine. Votre père va de mieux en mieux. Le docteur Gilbert répond de lui. Comme il sera sur pied dans un jour ou deux, j'ai préféré venir vous l'annoncer. Maman. Catherine. Oh, maman. Maman, tu es donc guérie. Ma Catherine. Oh, ma Catherine. Oh, je vous bénis, mes enfants. Toi, ma Catherine. Et tout petit. Bonjour, citoyen. Et merci. Mademoiselle, Ma mère sera mise en terre, je ne reviendrai pas vivre ici. comme vous voulez, mademoiselle. J'ai une maison pour vous et le jeune Isidore. Merci, monsieur Pitou.
Bienvenue, Pitou. Bonjour, Père Billot. Prends un verre, mon garçon. Assieds-toi et trinque avec moi. Ah, volontiers. In vino veritas. J'ai toujours été heureux de trinquer avec un honnête homme, et je connais peu d'hommes aussi honnêtes que toi. Vous êtes bien bon, Père Billot. Non, je suis juste. Et je vois les choses comme elles sont. Pitou, je vais quitter Aramon. Encore? Mais où irez-vous cette fois-ci? Je retourne à Paris. Tu sais que l'Assemblée nationale va devenir législative. Je crois que c'est pour faire des lois nouvelles. Il va y avoir des élections et je vais être élu député de Villers-Cotterêts. Député? Vous allez être député? Vous êtes sûr? D'après ce qu'on m'a dit et d'après mes calculs, ça devrait pas manquer. Alors j'ai donc décidé que quand je serai parti, c'est toi qui seras à la tête de la ferme. Moi? Mais, Père Billot, aucun homme ne peut être un bon fermier sans une fermière à ses côtés. Tu choisiras une femme pour partager le travail avec toi. Peu m'importe qui c'est. Alors là, c'est différent. Simplement, si je reviens ici, je te préviendrai à temps. Tu as du grain pour les semailles, du foin pour les bêtes et de l'argent pour les hommes, là, dans le tiroir du buffet. Père Billot, est-ce que vous me permettez que je vous embrasse? Mais je pense bien, mon garçon. Bon. Il est 2 heures. Je partirai pour Paris à 5 heures. À 6 heures, tu peux être ici. Avec la femme que tu auras choisie. Est-il vrai que ce petit lieutenant corse aurait pu sauver la royauté avec 1200 hommes et 12 pièces de canon en ces terribles journées? Les prédictions de Cagliostro se réaliseront une à une, et jusqu'au bout. Est-ce la fatalité qui s'acharne sur ce roi et sur cette reine? Est-ce le roi, est-ce la reine qui s'acharne à provoquer cette fatalité? De ces 2 femmes éprises du même homme, laquelle l'aime davantage et laquelle l'aime le mieux? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.